Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15h au Caire, c'est l'heure du journal. J'ai le plaisir de le présenter aujourd'hui avec ma collègue Fatima Mourad. Bonjour Fatima. Bonjour Chérif, bonjour mesdames et messieurs. Commençons notre journal par les principaux titres. Le journal en détail. La 12e édition du Forum urbain mondial organisé par le gouvernement égyptien et ONU Habitat clôture ses travaux aujourd'hui. Le forum examine comment les actions locales peuvent accélérer les progrès vers la durabilité urbaine. Hier, 2 initiatives sur l'application de la décentralisation et le développement de l'administration locale ainsi que l'Atlas des villes égyptiennes ont été lancées. C'est ce qu'a déclaré la ministre du Développement local, Manel Awad. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est entretenu avec la gouverneure de Tokyo, Yoriko Kwak, et la délégation qui l'accompagne. L'entretien qui a eu au siège du gouvernement à la nouvelle capitale administrative a porté sur nombre de dossiers de coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a assuré la position de l'Égypte soutenant les efforts de Burkina Faso pour mener à bien la période de transition par laquelle passe ce pays africain. Cette déclaration a eu lieu lors d'une réception faite par Dr Abdelati et à son homologue burkinabé Karamoko Traoré dans le but d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Les deux ministres ont abordé des démarches de la coopération entre les deux pays et les moyens de les robuster. Dr Abdelati a souligné le soutien égyptien à Burkina Faso dans sa guerre contre le terrorisme et ses efforts visant à réaliser la paix et la stabilité. Les deux hommes ont par ailleurs échangé leur point de vue vis-à-vis des dossiers régionaux d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a eu un appel téléphonique avec le ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, M. Ronald Alamola. Lors de cet appel, les deux ministres ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et les moyens d'approfondir les cadres de coopération au niveau politique et économique. Ils ont également exprimé leur aspiration d'organiser une série de consultations politiques entre les deux parties pour aborder les questions et les sujets bilatéraux et régionaux d'intérêt commun. Abdelati a souligné l'importance de renforcer les liens économiques, d'augmenter le volume du commerce environnemental et le flux d'investissement entre les deux pays et de profiter du grand potentiel qu'ils possèdent. Le mouvement libanais Hezbollah a annoncé avoir tiré des missiles sur une base navale israélienne près de Haïfa dans le nord d'Israël, la deuxième attaque de ce type en moins de 24 heures. C'est une réponse aux attaques et aux massacres commis par l'ennemi israélien au Liban, a déclaré le Hezbollah dans un communiqué précisant avoir visé la base navale de Stel Maris au nord-ouest de Haïfa. Les détails dans ce commentaire. 5 casques bleus ont été blessés et 3 civils tués par une frappe israélienne dans le sud du Liban, où Israël intensifie ses frappes contre des bastions du Hezbollah, un allié du Hamas palestinien dans la bande de Gaza dévastée par la guerre. L'armée libanaise a indiqué qu'une frappe israélienne qui visait une voiture à l'entrée de Saïda, la grande ville du sud du Liban, située à une quarantaine de kilomètres de Beyrouth, a provoqué la mort de 3 passagers. De violentes frappes israéliennes ont visé la banlieue sud de Beyrouth, dont une qui a causé des dégâts mineurs dans des bâtiments de l'aéroport international de Beyrouth, mais pas dans le terminal. Selon un responsable de l'aéroport, le trafic aérien n'a pas été perturbé, ont assuré les autorités. En riposte à ces frappes israéliennes, le Hezbollah a tiré une dizaine de cibles et tué une 60aine de combattants dans plusieurs frappes à Baalabak et au nord du fleuve Litani, situé à une 30aine de kilomètres de la frontière israélienne. Plus de 2600 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre pour la majorité des civils, selon le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad.
Dans le nord du secteur de Gaza, les forces de l'occupation israélienne ont visé nombre de Palestiniens lors des raids sur l'école de Halima Saïdiya, dans lesquels se réfugient nombre de Palestiniens à Jabalia, dans le nord du secteur de Gaza. Dans le même contexte, les forces de l'occupation poursuivent leurs frappes sur le nord du secteur, dans lequel Israël insiste d'empêcher l'accès des denrées essentielles de la vie. Ceci coïncide avec l'interdiction par Israël du travail de la défense civile pour le 17e jour consécutif. En effet, Israël menace les personnels de la défense civile d'être visés au cas où ils poursuivent leur travail visant à sauver la vie des civils palestiniens en souffrance depuis plus d'un an à cause d'une guerre atroce et sans merci, signalant que l'offensive israélienne lancée dans la bande de Gaza a fait 43 469 morts, majoritairement des civils selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé, jugés fiables par l'ONU. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a souligné l'importance de prendre des mesures immédiates pour faire face à l'horrible situation humanitaire à Gaza. Austin a souligné que les États-Unis restaient fermement engagés à réduire l'escalade dans la région en garantissant la libération des otages, un cessez-le-feu à Gaza et une solution diplomatique au Liban permettant aux civils israéliens et libanais de rentrer chez eux. L'armée américaine a déclaré que des avions de combat de type F-15 sont arrivés dans la région du Moyen-Orient une semaine après la déclaration de Washington de déployer des forces armées supplémentaires dans la région, ce qui est considéré comme avertissement pour l'Iran. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, entend d'œuvrer pour mettre fin aux guerres dans la bande de Gaza et au Liban pendant le temps qu'il lui reste avant l'entrée en fonction de la nouvelle administration américaine, selon le département d'État. Le secrétaire d'État américain, qui a effectué 11 voyages au Moyen-Orient, fait pression depuis des mois pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, permettant en parallèle la libération des otages retenus par le mouvement palestinien. Le président élu, Donald Trump, a laissé entendre qu'il donnerait plus de liberté à Israël pour réaliser tous ses objectifs et a indiqué le président Joe Biden accusé de tenter de lier les mains du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. À l'inverse, l'administration Biden est critiquée par l'aile gauche du Parti démocrate pour n'avoir pas suffisamment usé de ses leviers, dont la livraison d'armes à Israël. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué un appel téléphonique mercredi au président américain élu Donald Trump, l'invitant à visiter son pays. Selon des médias turcs, Erdogan a déclaré que la présidence de Trump va influencer sur la sécurité politique et militaire dans la région du Moyen-Orient. Et Erdogan a d'autre part souligné que la Turquie a arrêté le commerce avec Israël et elle poursuivra à arrêter ses relations autant que possible. Des heures ont éclaté dans la nuit dernière à Amsterdam à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et Maccabi Tel Aviv. Déployé massivement dans la journée pour cette rencontre, la police d'Amsterdam a indiqué avoir procédé à 57 arrestations à l'occasion de plusieurs incidents en marge du match de football, sans donner de détails sur les faits. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé l'envoi immédiat de 2 avions de secours pour porter l'assistance aux supporters israéliens, tandis que l'armée israélienne a indiqué de son côté préparer une mission de secours comprenant un avion cargo ainsi que des équipes médicales. Le président américain Joe Biden s'est engagé hier à assurer un transfert de pouvoir pacifique et ordonné avec Donald Trump, son prédécesseur et bientôt successeur à la Maison-Blanche et qui prêtera serment le 20 janvier. Dans une déclaration à la chaîne NBC, Trump a annoncé qu'il est prêt à parler bientôt au président russe Vladimir Poutine. Plus de détails dans ce commentaire. J'espère que nous pourrons.
Peu importe pour qui nous votons, nous considérer comme des concitoyens et pas comme des adversaires. C'est ce qu'a dit Joe Biden lors de son premier discours depuis la victoire éclatante du républicain Donald Trump à l'élection présidentielle. Dans une déclaration à la chaîne NBC, Trump a souligné qu'il devait parler avec le président russe Vladimir Poutine alors que Joe Biden, premier soutien de l'Ukraine face à l'invasion par la Russie, a rompu les ponts avec son homologue russe. Le président russe s'est de son côté dit prêt à reprendre le contact avec Donald Trump qui prêtera serment le 20 janvier. Joe Biden a invité Donald Trump à la Maison-Blanche à une date non précisée pour préparer l'arrivée de la prochaine administration. Trump, qui n'a jamais reconnu sa défaite en 2020, attend avec impatience cette rencontre à la Maison-Blanche selon son équipe. Le magnat de l'immobilier a 74 jours pour mettre en place son équipe de gouvernement. Le républicain a procédé hier à sa première grande nomination. Suzy Wiles, architecte de sa campagne, sera sa chef de cabinet. Une autre figure clé devrait être le milliardaire Elon Musk qui a fait très activement campagne pour lui. Le président élu pourrait charger l'homme le plus riche du monde de réorganiser profondément l'administration fédérale. Donald Trump a promis aux Américains de rendre leur vie meilleure à coup de baisse d'impôts et de taxes douanières. Pékin a averti qu'il n'y aurait pas de gagnant dans une guerre commerciale avec Washington. Le républicain a aussi dit qu'il procéderait à des expulsions massives de migrants en situation irrégulière. Et concernant le dossier ukrainien, au moins 42 personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé le maire. Un appartement de 12 étages a été touché par une attaque de bombe guidée. Une section des premiers et troisième étages a été partiellement détruite. Des immeubles dont ont été détruits aux alentours, a indiqué Igor Terechov, le maire de Kharkiv, précisant que des opérations de secours étaient en cours. Une attaque de drone a aussi ciblé dans la nuit de la ville portière d'Odessa, dans le sud du pays, causant au moins 2 blessés. C'est ce qu'a annoncé de son côté le gouverneur de la région. L'administration militaire de la ville de Kiev a précisé que la défense aérienne était entrée en action dans la capitale. La Corée du Sud a tiré un missile balistique à courte portée en mer dans le cadre d'exercices militaires organisés en réponse aux 2 derniers lancements de missiles par Pyongyang, a annoncé vendredi l'armée sud-coréenne. Celle-ci a procédé jeudi à un exercice de tir réel de missiles sol-sol en mer de l'Ouest, aussi connu sous le nom de mer jaune, a indiqué dans un communiqué l'état-major interarmé sud-coréen. Ces exercices surviennent une semaine après que la Corée du Nord, dotée de l'armée nucléaire, a testé un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide présenté par Pyongyang comme le plus avancé de son arsenal. La Corée du Nord a procédé à un deuxième lancement mardi, tirant une salve de missiles balistiques à courte portée quelques heures avant l'élection présidentielle américaine. Les habitations du nord des Philippines ont constaté vendredi des dégâts matériels du typhon Yingching qui a frappé la veille la partie septentrionale de l'île de Luçon, mais sans faire de victimes selon les secours. La tempête s'est abattue en fin de journée jeudi sur la province de Cagayan avec des vents d'une vitesse maximale de 175 km/h qui ont arraché les toits et de bâtiments, fait tomber des lignes électriques et déraciné des arbres. Elle a déversé 242,6 mm de pluie sur la région en 24 heures. C'est ce qu'a indiqué le Service national de météorologie. Selon les autorités, près de 30 000 habitants ont dû quitter leur domicile pour se réfugier dans des abris gérés par le gouvernement dans les jours
et les heures qui ont précédé jeudi l'arrivée de Yingqing. Le responsable des secours dans la province de Cogayang a indiqué que les lignes électriques étaient en train d'être rétablies et que la police, les pompiers et services de secours étaient déployés sur les principaux axes routiers. L'électricité a commencé à être rétablie jeudi dans certaines régions de Cuba où les autorités ont entamé l'évaluation des dégâts causés par le passage de l'ouragan Raphaël qui a frappé l'ouest de l'île sans toutefois faire de victimes. Raphaël a balayé de ses vents allant jusqu'à 185 km/h le territoire cubain du sud au nord mercredi pendant plus de 2 heures avant de perdre en intensité en pénétrant dans le golfe du Mexique. Un commentaire. L'électricité a commencé à être rétablie jeudi dans certaines régions de Cuba où les autorités ont entamé l'évaluation des dégâts causés par le passage de l'ouragan Raphaël qui a frappé l'ouest de l'île sans toutefois faire de victimes. Dans les 3 provinces de La Havane, Mayabec et Artemisa, dans l'ouest du pays, les plus durement touchés par l'ouragan, les travaux sur les lignes s'accélèrent afin de déterminer les dommages et d'évaluer leur connexion au système électrique national dans les plus brefs délais. Raphaël, un ouragan de catégorie 3, a balayé de ses vents allant jusqu'à 185 km/h le territoire cubain du sud au nord, mercredi pendant plus de 2 heures avant de perdre en intensité en pénétrant dans le golfe du Mexique. Les vents violents, avant même que Raphaël ne touche terre, ont provoqué mercredi l'effondrement du système électrique de l'île, déjà fragilisé par sa vétusté et les pénuries de combustible, et qui s'était totalement déconnecté mi-octobre, laissant sans courant 10 millions de Cubains pendant 4 jours. Sur la côte sud-ouest de l'île, des rafales ont atteint entre 130 et 140 km/h selon les autorités. À La Havane, elles ont pointé à 110 km/h et ont pu atteindre jusqu'à 185 km/h dans des zones les plus touchées. L'aéroport de la capitale et celui de la station balnéaire de Varadero ont rouvert et les vols ont repris selon les autorités. Mesdames et messieurs, c'était tout pour notre journal. Merci pour votre attention. Merci chérie. Merci Fatima, merci mesdames et messieurs. Je vous souhaite une agréable journée.